Bonjour à tous. Donc on est en direct, forcément. On est un peu surpris par le démarrage. Merci Omer d'avoir accepté notre invitation Avec pour plaisir. ce mois du retail et pour un sujet qui est hyper important, stratégique. On parle beaucoup de commerce et le mois du retail, mais là l'idée c'est de parler de e-commerce et de savoir comment le e-commerce peut se conjuguer avec ces enjeux de responsabilité. Donc on va parler de e-commerce responsable. Alors rapidement, tu es directeur e-commerce global et business développement de Danone, donc le géant mondial de l'agroalimentaire. Danone, c'est la première entreprise à mission du CAC 40. Donc en tant qu'entreprise marque à impact, le e-commerce aussi doit être imprégné de ces sujets de responsabilité. Et on le sait, en face de nous, on a des consommateurs qui sont de plus en plus engagés, eux-mêmes responsables, qui sont militants et qui sont exigeants. Un chiffre que j'aimerais partager avec toi, selon une étude Honey et OpinionWay, 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent et qu'elles les aident à mieux consommer. Tout ça pour dire qu'effectivement, les valeurs, l'engagement de la marque aujourd'hui sont des piliers pour aider les consommateurs à choisir des éléments forts pour la préférence de marque. Alors parle-nous justement déjà pour introduire des tendances que tu as pu observer d'un point de vue e-commerce responsable en France et dans le monde. Tout d'abord, merci de m'avoir invité, Majda. Bonjour à tous. Effectivement, la question de l'e-commerce responsable est une question majeure partout dans le monde. Donc, ce qu'on constate, c'est 3 tendances majeures. La première, c'est évidemment sur les acteurs du marché. On voit de plus en plus d'acteurs s'intéresser au e-commerce responsable avec un focus sur 2 types d'acteurs particuliers. Le premier, c'est les Digital Native Vertical Brands, focus RSE. C'est-à-dire que, tu le sais, il y a une dizaine d'années, on voyait en fait ces marques qui naissent sur Internet, qui vendent uniquement sur Internet. Donc Glossier aux États-Unis, Cézanne en France, etc. Ce qu'on constate ces derniers mois et ces dernières années, c'est vraiment l'essor de ces marques qui vendent uniquement sur Internet, mais des produits durables, avec évidemment moins de packaging, moins d'emballage, un mode de livraison écolo, que ce soit à vélo, etc. Et donc c'est vraiment une tendance très forte qu'on constate, beaucoup plus en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis, mais qui commence évidemment à grandir et grandir. Donc ça, c'est la première typologie d'acteurs. La deuxième typologie d'acteurs, c'est tout l'écosystème, et on parlait juste avant de technologie, c'est tout l'écosystème des startups technologiques autour de ces questions de l'e-commerce responsable. Comment est-ce qu'on optimise sa route to market? Comment est-ce qu'on réduit son empreinte carbone? Comment est-ce qu'on maximise ses tournées? Toutes ces questions technologiques, aujourd'hui, on voit de plus en plus de levées de fonds dans ce secteur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, c'est que dans les années à venir, ça va devenir un sujet de plus en plus important. Ça, c'est la première tendance de fond. La seconde, c'est le consommateur. Tu le disais en introduction, il y a 3 chiffres qui m'ont un petit peu marqué ces dernières semaines. Il y en a 2 sur une étude française qui disait que 55% des consommateurs en numéro 2 de leurs critères de choix, c'est le RSE. Le premier, c'était le prix et le deuxième, c'était le RSE. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était complètement dans le bas de l'échelle. Aujourd'hui, ça devient réellement une attente du consommateur et on va en parler certainement un petit peu plus tard. Deuxième chiffre, c'est 71% des cyberacheteurs souhaitent regrouper leur livraison. C'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui sont d'accord d'attendre 1 journée, 2 journées supplémentaires afin d'avoir un groupement de leur livraison. Et le troisième chiffre qui est essentiel, c'est d'une étude aux États-Unis qui est sortie au mois de décembre, où 57% des Américains, donc tu imagines en fait la part des Européens si on avait posé la même question, sont d'accord de payer plus cher pour une livraison green, une livraison verte. Donc ça montre clairement qu'aujourd'hui il y a des attentes autour de ces nouveaux modes de livraison pour le consommateur. Puis la troisième et dernière tendance qu'on constate, et très fortement également en Europe, c'est le re-e-commerce, ce qu'on peut dire le recommerce. Donc il y a 10-15 ans, le marché de l'occasion, on va être honnête, ça ne faisait pas vraiment rêver, à part le marché des jeux vidéo où justement l'occasion était intéressante. Les autres verticaux n'étaient pas vraiment intéressés par ce marché. Aujourd'hui, on constate que les marques, les grandes marques qu'on connaît, prennent la parole en direct to consumer sur ces questions du e-commerce. Donc on voit Decathlon lancer un nouveau site du marché de l'occasion sur les vélos, etc. On voit Petit Bateau également intégrer dans leur application un espace sur les vêtements usagés. Et puis on voit également La Redoute qui a lancé La Reboucle. Donc on le voit clairement, ces marques en fait vont utiliser les capabilities du e-commerce, le service d'abonnement, la possibilité de communiquer, de montrer. Parce que tu sais,
in fine, une image en fait sur Internet va peut-être représenter de la même manière un produit neuf et un produit d'occasion, puis le consommateur va être également attiré. Donc ces trois grandes tendances qu'on voit aujourd'hui poussent évidemment les marques, et Danone en premier, mais on est bien placé pour le faire, pour pousser encore plus cet écosystème du e-commerce responsable. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parlons un peu plus de Danone et la position e-commerce responsable. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des critères qui permettent de définir un e-commerce responsable, ou est-ce que chaque marque définit ce cadre en fonction de ses engagements, de sa mission? Alors c'est une bonne question. Je pense que toutes les marques aujourd'hui ont leurs critères de e-commerce responsable. Il y en a, ça va être sur l'empreinte carbone, d'autres ça va être sur l'emballage, d'autres ça va être sur les produits en fait qui composent les ingrédients qui composent les produits. Nous chez Danone évidemment, on doit adresser la totalité de ces sujets. Et notre stratégie, ou en tout cas les 5 piliers sur lesquels on travaille aujourd'hui pour améliorer cette stratégie d'e-commerce responsable pour le groupe, c'est les suivants. Le premier, c'est évidemment la customer experience. On se doit d'avoir une expérience consommateur parfaite, que ce soit en termes de transparence, en termes de contenu, en termes d'image, en termes d'histoire, en termes de ce qu'on souhaite mettre en avant pour que ça puisse correspondre à ce que le consommateur attend lorsqu'il va aller faire ses courses sur Internet, sur les différents canaux. Et le gros challenge en fait là, c'est de faire en sorte d'avoir la même expérience, quel que soit le canal de distribution, que ce soit en direct, en indirect, que ce soit online ou offline. On se doit d'avoir la même expérience RSE, en tout cas la même transparence de contenu pour le consommateur. Le deuxième pilier, c'est évidemment l'emballage. L'emballage, il y a plusieurs types d'emballage. Donc on va se focuser par exemple sur l'emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage au-dessus du produit même. Quand tu es dans les rayons de supermarché, tu dois être un peu plus visible. Tu vas avoir beaucoup d'emballages secondaires, du carton, etc. Sur le e-commerce, tu n'as pas besoin de l'avoir. Donc dans ce cas-là, on va essayer de réduire cet emballage secondaire. On va essayer de réduire le suremballage lorsqu'on va le livrer pour essayer d'avoir le moins de gras possible entre guillemets entre le produit et l'emballage qui va protéger le produit, et faire des SKU exclusifs pour le e-commerce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on essaie de réduire le gaspillage alimentaire, et donc au lieu d'avoir deux choix, juste une SKU individuelle ou un pack de 24, on va essayer d'en avoir plusieurs au milieu pour permettre au consommateur de vraiment faire le bon choix avec la bonne SKU au bon moment. Le troisième pilier, c'est évidemment notre empreinte carbone sur tout ce qui est livraison. Tous nos sites direct to consumer à travers le monde, on utilise justement ces technologies dont je parlais en introduction pour essayer d'améliorer toute l'intelligence artificielle sur notre route to market. Comment tu optimises tes camions? Il y a un chiffre qui est intéressant, il y a 30% des camions aujourd'hui dans l'Union européenne qui circulent vides, ils sont vides. En fait, juste ils vident. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est une économie circulaire, de faire en sorte que ces camions puissent revenir également remplis. On va en parler certainement un petit peu plus tard de quoi, mais c'est également quelque chose qu'on met en place. Le quatrième pilier, c'est vraiment toutes les mécaniques promotionnelles, toutes les initiatives qu'on peut mettre en place. On se doit en fait en tant que Danone d'être un trendsetter, de vraiment lancer en fait la démarche, et donc on essaie de trouver des mécaniques promotionnelles pour vraiment pousser les produits RSE, puisqu'on se doit de pousser une consommation beaucoup plus saine des Français et puis des autres également à travers le monde. Et puis le dernier pilier, c'est un pilier dont on a parlé à de nombreuses reprises, c'est le precision marketing, la partie média, communication. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu es moins ou plus attentive à moi que sur certains critères RSE. L'idée, c'est pas de faire du greenwashing, c'est pas d'envoyer en fait des pubs à tout le monde sur nos engagements sociétaux et environnementaux. L'objectif, c'est d'adresser, grâce à la data et à tes préférences, le bon message au bon moment à la bonne audience. Éviter en fait de matraquer 15-20 fois le même message institutionnel qui n'intéresse plus aujourd'hui les gens, puisqu'ils veulent avoir un message qui correspond à leurs attentes et à leurs habitudes de consommation. Donc ces 5 piliers, je sais que c'est beaucoup, mais le e-commerce responsable, c'est tellement de choses qu'on essaie vraiment de travailler ces 5 piliers pour améliorer l'expérience client. Alors une fois qu'on a cette feuille de route cadrée, important bien sûr, partagée aussi par l'ensemble des départements en interne, impliqués bien entendu, comment est-ce qu'on passe concrètement à l'action? Alors, tu as dit deux choses. La première, c'est tous les départements qui sont engagés. Et c'est clairement le cas, puisque aujourd'hui, le e-commerce est au centre de notre stratégie. On l'a dit lorsqu'on publie nos résultats, c'est environ 10% de notre chiffre d'affaires. On l'a doublé en 2 ans, c'est hyper important pour nous. Mais le e-commerce responsable, c'est clairement un modèle encore plus important pour Danone, puisque comme tu le disais en intro, on est une entreprise à mission et puis on a un engagement One Planet, One Health qui fait qu'on se doit, en tant que marque, d'être pionnière sur le sujet.
Et donc tous les départements, que ce soit la supply, la finance, les sales, le marketing, sont évidemment intégrés. Et concrètement, je peux te donner 3 exemples précis d'opérations qu'on a faites. La première, c'est une opération de gamification qu'on a fait avec un partenaire distributeur, où en gros, tu as une chance d'avoir ton panier offert ou d'être éligible à gagner des lots. Mais pour avoir la possibilité de rentrer et d'être éligible en fait à ce jeu, il fallait ajouter un produit Nutri-Score A ou B à ton panier. Au-delà en fait de la nouveauté, on va dire, parce que d'habitude on te dit ajoute ces produits-là et puis tu as ton panier offert. Au-delà de cette nouveauté, ce qui était intéressant, c'est le taux d'engagement des clients, non pas sur la partie business, mais sur la partie le taux de clic et le taux d'engagement avec les différentes bannières. 60% de plus que le taux d'engagement qu'on avait sur la même opération sans ces critères Nutri-Score. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, les clients sont intéressés, veulent comprendre. On le voit aussi sur toutes les pages produits. Les clients passent en moyenne entre 40 et 50% plus de temps sur des pages avec du contenu RSE développé plutôt que sur des pages classiques sans contenu. Donc ça, c'est une première initiative. Une deuxième, c'est avec une marque française qui s'appelle Loop, qui crée en fait des récipients qui sont recyclés et consignables. Et donc, on a créé avec eux un yaourt, donc dans un récipient en verre, qui permet aux consommateurs d'acheter le produit, de ramener en magasin le récipient et évidemment de créer de l'économie circulaire puisqu'il va se voir rétribuer également le coût de la consigne. Sur le e-commerce, c'est la même chose avec ton livreur qui va venir lors de la livraison de tes produits, il va te donner un sac et tu vas pouvoir remettre ces sacs. Et lorsqu'il va revenir, pour éviter de repartir à vide sur les camions, il va venir avec ses produits. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Evian Chez Vous. C'est le 3e exemple. Evian Chez Vous, qui est notre plateforme de livraison d'eau à domicile sur la région parisienne. On a lancé un programme l'année dernière où on s'est engagé à recycler 100% des bouteilles d'eau qui nous sont retournées. Dans ce cas-là, on a créé un vrai programme complet autour de ça. Donc, lorsque tu vas recevoir ta livraison, on va te donner un sac. Tu vas pouvoir en fait remettre tes bouteilles usagées dans ce sac-là. Tu vas le scanner évidemment puisque ensuite derrière ça nous permet de traquer le nombre de tonnes qu'on va rendre. Et puis tu vas le rendre à ton livreur lorsqu'il va revenir une seconde fois pour récupérer les produits. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on on l'a lancé donc en 2020. Il y a plus de 11 tonnes de bouteilles qui ont été recyclées. Et puis également, ça a un impact sociétal puisque ça a permis de créer 220 heures de travail pour de la réinsertion professionnelle. Donc c'est vraiment tout en fait, on va dire les briques du RSE. Tu le demandais au début, c'est quoi les critères qu'on essaie vraiment de mettre en place avec Evian Chez Vous et qu'on espère a un vrai impact sur la vie des gens. Un véritable cercle vertueux finalement. Est-ce que tu as pu identifier dans le cadre de la veille que tu peux faire, bien entendu, autour de ce marché, des acteurs, des marques qui sont engagées, qui sont selon toi des marques de référence, des best in class? Alors, il y en a pas mal, mais si on essaie de prendre par catégorie. La première catégorie, c'est ces Digital Native Vertical Brands. Il y a la lessive de Paris, par exemple. Il y a Truman, qui a été racheté par le groupe Henkel en Allemagne. C'est des entreprises qui leverage en fait tous les capabilities e-commerce pour mettre au service leurs produits des clients. C'est-à-dire le modèle de subscription, le modèle de livraison verte. Par exemple, la lessive Paris, tout est produit sur Paris et donc du coup, ils livrent à vélo. Il n'y a pas leur empreinte carbone est évidemment très basse. Donc, ces Digital Native Vertical Brands nous poussent également, nous, grandes marques, en fait, à créer encore plus de produits verts et puis également de créer en fait ce cycle vertueux. Puis tu as une deuxième typologie d'acteurs qui est donc les retailers à travers le monde qui ont des initiatives pour trouver la bonne formule de la livraison pour qu'elle soit évidemment verte, mais également qui corresponde aux attentes du consommateur de la recevoir rapidement. Et dans ce cas-là, il y a un exemple particulier avec Picnic en Hollande qui en fait fait des groupements de commandes, c'est-à-dire qu'il y a 3 slots durant la semaine et puis tu dois choisir un de ces 3 slots. Donc lui, en fait, il a une livraison beaucoup plus verte. Le consommateur, il est ravi parce qu'il participe également positivement à la planète. Et en général, il y a assez de slots et il arrive à se trouver. Donc ça, c'est un success model. Et puis il y a également d'autres retailers à travers le monde qui essaient de trouver le bon prix pour la bonne livraison. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à payer un peu plus pour avoir une livraison soit rapidement, soit une livraison plus verte. Et donc, il y a plusieurs modèles à travers le monde qui sont en train d'être trouvés. Il y a beaucoup de boîtes qui travaillent sur l'intelligence artificielle autour de ça. On n'a pas encore trouvé, mais je pense qu'on a trop habitué le consommateur à avoir une livraison gratuite. Et la livraison, c'est un service, ça a un impact sur la planète, et donc il n'y a pas de raison qu'elle soit tout le temps gratuite. Et aujourd'hui, je pense que toutes les marques et tous les distributeurs qui sont peut-être en train de nous regarder seront d'accord avec ça, c'est qu'on a
mal habitué le consommateur. On est tous, en fait, on ne veut pas payer la livraison, alors que c'est un service. Et au-delà d'être un service, ça a également un impact sur notre planète. Et là, ça reboucle avec ce que tu disais en introduction autour de la transparence. Et il est vrai aujourd'hui, ce service, il est plutôt considéré comme un dû par les consommateurs. Exact. Et ça, c'est vraiment un problème pour en ressortir. Et on a fait des tests à travers le monde sur nos sites direct to consumer pour essayer de trouver la formule magique. Pour l'instant, il n'y en a pas. Parce que les consommateurs, d'un côté, ils sont d'accord de payer plus, comme je le disais en intro, mais de l'autre, ils veulent avoir en 24 heures leurs produits. C'est délicat. Du coup, on doit travailler. C'est pour ça qu'il y a des startups qui travaillent sur le sujet, qui optimisent tout ça. Et on espère trouver le bon modèle dans les mois à venir. Alors, justement, quand on parle de modèle, est-ce que finalement, ce e-commerce responsable peut être considéré aujourd'hui ou à terme comme un accélérateur de rentabilité ? Alors, c'est une très bonne question, Majda, parce qu'aujourd'hui, on se dit, oui, le commerce durable, le e-commerce responsable, etc. On sait que l'engagement des clients est important, mais est-ce qu'au final, ça rapporte autant que le reste ? La réponse est, à très court terme, non. Évidemment, puisqu'on doit habituer le consommateur, on doit développer, on doit mettre des investissements au début pour rendre en fait ce cercle vertueux. Donc nous, chez Danone, on a pris le parti d'être un accélérateur de ce e-commerce responsable, bien entendu par rapport à notre ADN, mais au-delà de ça, on constate que c'est une vraie attente des consommateurs. Donc je préfère être proche de mes consommateurs, d'être sûr d'adresser leurs besoins et leurs demandes à court terme pour ensuite développer un cercle vertueux sur un business de croissance rentable pour la boîte. Et c'est exactement ce qu'on essaie de mettre en place chez Danone en tant que groupe, évidemment, mais en particulier sur le e-commerce responsable. Petite question complémentaire. Quand on est une marque globale, est-ce qu'il y a une problématique d'adresser ces sujets de RSE de façon et de e-commerce responsable de façon différente en fonction des régions? Est-ce que la sensibilité des consommateurs est différente en fonction des marchés? Alors, on le voit clairement en Europe, cette sensibilité est de plus en plus importante. En général, et c'est assez drôle, en général sur le e-commerce, tu sais, il y a les tendances qui viennent d'Asie, puis elles vont aux US, puis elles viennent en Europe. Sur les questions RSE, c'est pas le même cycle. Ça vient vraiment d'Europe, puis ça va aux États-Unis, puis ça va en Asie. Donc clairement oui, sur nos initiatives, c'est pour ça que j'ai cité 3 initiatives européennes, puisque c'est celles-ci qu'on adresse le plus. Et aussi, on sent que les acteurs de la distribution et nos partenaires sont vraiment engagés pour ça. Je ne vais pas les citer pour ne pas me fâcher avec aucun, mais il y en a certains qui sont très emballés et très à cheval en fait, sur le sujet. Et on arrive vraiment à faire des vrais tests avec eux. Donc clairement, il faut l'adapter. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on parle toujours de local first chez Danone, ça va également dans ça, puisqu'on doit adapter nos produits, on doit adapter nos façons de travailler, évidemment aux régions et aux habitudes des consommateurs dans ces régions. Eh bien, merci beaucoup Omer pour tes insights toujours très instructifs. Avec plaisir Majda. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre interview autour du commerce responsable, d'autres briques. Merci beaucoup Majda, merci Omer pour cet bel échange. Je vous dis un grand merci pour vous tous de nous avoir suivis cette matinée qui était une grande première. J'en profite pour vous annoncer aussi les dates de l'événement physique qui aura lieu à Monaco du 26 au 28 octobre 2021. Ça y est, c'est fait. On espère tous pouvoir se retrouver de visu, de pouvoir networker ensemble de manière plus naturelle, physiquement, au-delà d'un écran. En attendant, comme vous le savez, la plateforme est ouverte pendant tout le mois de mars. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des projets à rencontrer les prestataires qui correspondent à vos solutions. Vous pouvez échanger avec eux, vous pouvez demander un rendez-vous. Et vous avez aussi en même temps le groupe de discussion, comme je le disais en introduction de cette matinée. Vous avez la possibilité de participer avec vos idées justement sur l'éditorialisation du programme du One-to-One en octobre. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à vendredi prochain.